Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magazine été dédié au jardin hors du commun. Exceptionnel, insolite ou historique, je vais vous emmener aux quatre coins de Saint-Quentin en Yvelines pour découvrir des coins de verdure inattendus. Et pour commencer, nous sommes ici à Versailles, au potager du roi, qui abrite aujourd'hui l'École nationale supérieure de paysage. Il faut imaginer qu'ici, lorsque le roi Soleil décide d'implanter son palais à la hauteur de sa démesure, le jardin mais aussi le potager doivent égaler la grandeur de l'architecture. Alors pour parler de ces plantations royales, nous avons rendez-vous avec le responsable de ces lieux. Antoine Jacobson, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Alors il faut imaginer qu'ici, avant qu'on décide d'implanter des jardins, des potagers royaux, c'était des marécages, c'est ça? C'était un lieu dit de Versailles qui s'appelait l'Étang-Puant. Ah oui, ça dit bien ce que c'était. En disant qu'on a toujours des remontées d'eau. Alors c'est un véritable tour de force de réussir à créer un potager royal ici, c'est ça? C'est un peu tout le phénomène, si je peux l'appeler comme ça, Versailles. C'est un exploit d'avoir créé sur cet espace ce château, ce parc, y compris ce potager. Sur ce site, c'est donc Jean-Baptiste Laquintini qui va, on va dire, dessiner ce jardin, qui va le mettre en place, qui va le cultiver. Cela dit, il va le faire en collaboration avec, par exemple, Jules Hardouin-Mansart. Alors, monsieur de Laquintini, qu'est-ce qu'il va faire ici? Comment il fallait l'imaginer ce jardin à l'époque? Alors, il faudrait déjà commencer par l'imaginer comme un marais qu'on va, on va dire, drainer, sur laquelle on va rapporter des terres, et ensuite on va construire, on va dire, un grand carré central et toute une série de jardins autour. Et particulièrement, il y a quelque chose qui est donc très spécial, c'est ce système de promenade sur terrasse, inséré dans un réseau de murs pour essentiellement cultiver les arbres fruitiers, mais aussi pour, on va dire, faire un jardin clos, car il faut protéger ce qu'on y cultive. Et puis grosse responsabilité pour ce Jean-Baptiste de Laquintini, il doit fournir les tables royales. C'est pas rien. Il doit fournir les tables royales, il doit surtout fournir donc la famille du roi. Mais grosse responsabilité, oui, mais pas que ici. Jean-Baptiste Laquintini est aussi directeur de tous les jardins fruitiers et potagers du roi. Donc ici, Fontainebleau, Saint-Germain et d'autres encore. Alors il a réussi un tour de force un peu particulier, il produisait à contre-saison des fruits et légumes. Quelle technique en fait il utilisait? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment on faisait pour produire à contre-saison? Alors on va parler que de ça, parce que sinon il y en a d'autres. Si on parlait que de contre-saison, la chose la moins bien connue aujourd'hui et la plus connue au XVIIe siècle, c'était ce qu'on appelle la couche chaude. Alors, la couche chaude, c'est on va dire un tas long, une sorte de bande longue de fumier, généralement de cheval, tassé, arrosé, qui se mettra en fermentation, donc qui produira de la chaleur, et sur laquelle on va mettre, mais encore, on le fait encore aujourd'hui, parfois, une couche de terreau, dans laquelle on va planter, dans laquelle on peut semer ou dans laquelle on va planter, et donc même en janvier, on pourra avoir, avec cette chaleur en dessous, on pourra produire des plants. Ça, c'est ce pourquoi il est toujours connu aujourd'hui. Mais fin XVIIe, début XVIIIe siècle, Laquintini étant mort en 1688, même bien après sa mort, ce pourquoi il était le plus connu, c'est quelque chose un peu technique, c'est pour la création du système de plantation à racines nues. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que Louis XIV lance des gros travaux. Comment faire ces gros travaux à moindre coût? Et Laquintini, par une observation, on va dire scientifique des arbres, pas seulement des arbres fruitiers, va déterminer qu'en réalité on peut planter l'hiver, début d'hiver, surtout à la sortie de l'hiver, avec des arbres qui n'ont pas de motte et à laquelle on va couper la plupart de leurs racines. Et ça va permettre le transport de grandes distances, de grands sujets, ça va permettre le transport de petits sujets aussi, mais sans leur motte, d'assez loin, pour faire, on va dire, pour pouvoir planter sur des grands espaces. Est-ce que c'est des techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui? Absolument. Genre cette question de la plantation de la racine nue, vous allez le voir pour tous les rosiers ou tous les arbres fruitiers à la fin de l'hiver, c'est ce qu'on va vous proposer plutôt que des arbres en motte. Louis XIV lui-même aimait beaucoup se promener dans le potager. Louis XIV, je pense, était fier de son jardin. Je pense que Louis XIV avait un âme de jardinier. Et quand il venait se promener sur les terrasses, ça ne l'embêtait pas non plus de descendre dans le jardin pour regarder les arbres de près et éventuellement même les tailler. Allons-y. Allons-y.
l'invitation du roi qui aimait tailler. À cette époque-ci, on taille pas beaucoup. Hein, et à l'époque, on faisait pas beaucoup de ce qu'on appelle un taille en verre, c'est-à-dire on n'enlevait pas beaucoup de feuilles pendant la végétation. Par contre, là, je vais vous montrer quelque chose que Louis XIV connaissait, que peu de nos concitoyens connaissent. Alors, qu'est-ce que connaissent encore. Sur un arbre, sur un arbre fruitier, quand il y a un bouquet de fleurs, sur les poiriers en particulier, il y a entre 5 et 9 fleurs. Toutes les fleurs peuvent être pollinisées et on se retrouve parfois avec des bouquets où il y a plusieurs fruits. Oui. Et là, vous voyez, celui-ci vient de tomber dans ma main de ce bouquet-là. Il y a 4. Il y en a bien trop pour l'arbre. Oui. Et on va en enlever un. Ça s'appelle l'éclaircissage. Ça, c'est quelque chose que le roi Louis XIV connaissait. Je vais vous montrer encore un exemple ici. Hop. Celui-ci étant trop. Alors ce jardin, c'était une véritable fierté pour Louis XIV. Il y a amené des ambassadeurs de Siam, de Venise. Alors, l'ambassadeur du roi de Siam et le doge de Venise lui-même. Une des spécialités de Venise, vous savez, c'était les asperges. Et Louis XIV était très fier des asperges que produisait la Cantini. Je vais vous montrer, c'est pas au même endroit encore, mais on cultive certaines choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'il y avait ici au XVIIe siècle. Allons-y. Allons voir ça. Alors on arrive au niveau des asperges, c'est ça? Voilà, donc quand vous êtes à la campagne, dans les Landes ou en Sologne, et que vous voyez des terres où il y a des buttes comme ça, vous êtes dans une aspergerie. Ici, nous avons donc Emma, et à côté, nous avons une variété de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle l'asperge hâtive d'Argenteuil. Et on voit bien que Emma, qui est issue de croisement avec l'Argenteuil, Emma est plus vigoureuse et, on va dire, moins sensible aux maladies. Donc une variété ancienne, beaucoup plus sensible dans ce cas aux maladies que la variété moderne. Et en plus, Emma est plus productive et au goût, pour avoir fait l'essai sur moi-même et avec quelques-uns des jardiniers, nous, pour le moment, entre nous, on ne trouve pas de différence entre les deux. Ah. Hein? Donc toutes les variétés anciennes ne sont pas nécessairement meilleures que les variétés modernes. Et donc c'est ici que vous vendez les fruits et légumes? Tous nos produits frais sont vendus chez nous, y compris la plupart de nos produits transformés. Là, vous avez ce qui reste d'un grand marché de ce matin. Des cerises, des fraises, du mizuna, hein, un crucifère, un brassica, genre une sorte de moutarde d'origine japonaise, toute une série de laitues, des radis, des navets, des blettes, des oignons blancs, de la sarriette, et je peux continuer. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vous propose maintenant de découvrir un jardin au parfum d'ailleurs. À Guyancourt, Angue des Faux cultive des fruits et légumes exotiques. Regardez. Des cerises, des pommes, mais aussi des bananes, des kiwis et des nachis. À Guyancourt, le jardin exotique de Angue des Faux a des allures de jungle miniature. Ça, c'est encore un chou chinois. C'est un chou chinois aussi. 2 fois par an, la jardinière organise les portes ouvertes au grand bonheur des amateurs de nature. Et quand vous faites cuire, après, les feuilles deviennent vertes et le jus devient violet. Voilà. Ça se voit. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr. Mais ça fait quoi? C'est la première fois que je viens visiter ce jardin. J'ai toujours voulu, ça fait des années que je veux venir et c'est enfin cette année j'ai réussi à me décider. Et ce que je découvre, c'est que c'est beaucoup plus grand que ce que je pouvais imaginer. Pour moi, c'est une cohabitation d'arbres et de plantes, parce que tout se mélange et tout est libre. On a l'impression que les plantes se sentent bien. Ça, c'est fantastique, c'est vrai. On a l'impression qu'elles cohabitent très bien, il n'y a pas de plantes malades, elles sont toutes en bonne santé, enfin c'est super, quoi. Née au Laos, Angue des Faux est arrivée en France pour ses études. Elle vivait en appartement et c'est à la naissance de ses enfants qu'elle a choisi d'avoir un peu de verdure, 800 mètres carrés à entretenir alors qu'elle découvrait le jardinage. Les grosses bêtises que j'ai fait, c'est que j'ai planté les pommes de terre qui ont germé. Et j'ai mis les germes à l'extérieur. Je crois que ce sont des germes qui vont sortir de la terre et qui vont fleurir. Et quand mes voisins ont vu ça, ils sont venus me voir, ils me disent non, c'est pas comme ça, il faut faire, il faut les enterrer. Angue des Faux est aussi responsable du groupe des jardiniers de France sur Saint-Quentin en Yvelines, un groupe qui compte une centaine d'adhérents et qui organise ateliers, échanges de plantes et conférences tout au long de l'année. Dans la rue ou dans leur propre jardin, ils plantent pour donner. Les membres des Incroyables Comestibles viennent de s'implanter à Saint-Quentin en Yvelines. Reportage avec Julie Rochassores. Donc là, on a du thym, de la ciboulette, du romarin. Donc ici, on a des topinambours que j'ai finalement laissé dans un sac pour qu'ils se conservent mieux.
et puis qui prennent pas l'eau en fait. Donc, et du laurier sauce du jardin à prendre. Des légumes et herbes aromatiques à disposition et gratuits. De quoi étonner les passants, car les jardinières de Mélissa dans le village d'Elancourt sont disposées côté rue, sous l'affichette « Nourriture à partager », selon le concept des incroyables comestibles. Avec les incroyables comestibles, c'est l'idée qu'on peut partager simplement ce qu'on a en abondance, plutôt que de le laisser mourir, de le jeter. Moi, je trouve que ça nous redonne un petit peu de pouvoir à nous, en tant qu'individus, de se dire je peux planter des choses, je peux les manger, et mieux, je peux en proposer aux autres et le partager. Des productions locales qui proviennent de son propre potager ou des jardins pédagogiques environnants. Le phénomène philanthropique né en Angleterre il y a 5 ans pour répondre à la crise. Devenu mondial, il prend doucement racine depuis un mois à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un projet citoyen solidaire soutenu par l'association Saint-Quentin-en-Yvelines en transition. Et surtout d'inviter les passants, les voisins, les personnes qui rentrent de travail, les écoliers, tout le monde, de goûter. Et en fait, ça ouvre une conversation sur qu'est-ce que c'est l'alimentation locale. Ce n'est pas pour remplacer le maraîchage local, c'est vraiment de faire une conversation. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'on peut manger localement? Qu'est-ce qui pousse ici en saison? Cette saison, Lini Montaine a fait de nombreux semis pour en faire profiter tout son entourage. Il y a les oignons, les fleurs comestibles, il y a les œillettes d'Inde parce que ça peut éloigner les insectes nuisibles. Toutes différentes sortes de salades. Les ciboulettes, encore les fleurs comestibles. Ça, c'est un pommier que j'ai planté avec une graine parce que un jour, je ne sais pas, ça fait un grand pommier. En plus de ces initiatives ambitieuses de particuliers, des communes yvelinoises devraient mettre en place prochainement des bacs en ville pour créer des potagers partagés, estampillés, incroyables comestibles. À suivre donc. En périphérie de Trappes, un passionné de bonsaï collectionne depuis des années ces petits arbres, au point d'en avoir plus de 50 dans son propre jardin. Reportage avec Julie Rochat-Soares. Voici Monsieur Bonsaï. En tout cas, c'est comme ça que l'appellent ses amis. À Trappes, cet Indien né à Pondichéry est tombé amoureux des arbres miniatures il y a 20 ans et ça ne l'a plus quitté. Pour moi, tout c'est mon bijou, voilà. Donc c'est tout. Pour moi, c'était. J'ai pas de différence, tous comme des enfants pour moi, c'est des enfants, voilà. Donc je regarde comme des enfants, je travaille dessus tous les jours pratiquement. Dans ce petit jardin, il bichonne une 50aine de conifères, de feuillus et même d'arbres fruitiers. Vous avez des pommiers, qui sont en pommes, tout petits pommes que vous avez. Et oui, un bonsaï pommier. Donc là, il y a plein de pommes, donc ça va être automne, on peut faire un cidre peut-être. Une passion qui nécessite une véritable rigueur dans le respect de la tradition nippone. C'est bonsaï, c'est codifié par les Japonais. Donc il veut vraiment codifier, c'est sa première branche gauche, deuxième branche droite, troisième branche derrière. Donc hauteur de taille d'arbre, le pot, etc. Tout est calculé. Le doyen de ces arbustes nains, c'est cet érable japonais plutôt imposant, un arbrisseau de 70 ans.